Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une idée qui a, littéralement tout changé en économie. Et tout ça, ça part d'une question toute simple, une question qu'un enfant pourrait poser, mais qui a complètement redéfini notre vision de la valeur. Alors, voilà le fameux paradoxe de l'eau et du diamant. C'est une énigme qui a vraiment donné du fil à retordre aux plus grands esprits, même à Adam Smith. Pensez-y une seconde. Comment ça se fait que l'eau, sans laquelle on ne peut pas vivre, ne coûte quasiment rien, alors qu'un diamant, qui n'est au fond qu'un joli caillou, vaut une fortune? C'est contre-intuitif, la logique semble complètement à l'envers. Et au fond, tout le débat se cristallise autour de cette question, qu'est-ce que la valeur? D'un côté, on a l'ancienne école qui dit « c'est simple, la valeur c'est objectif, ça dépend de la quantité de travail qu'il faut pour fabriquer un truc », et de l'autre, une nouvelle idée qui arrive et qui dit « pas du tout, la valeur c'est complètement subjectif, c'est juste une question de perception personnelle ». C'est ce choc des idées qui est au cœur de la révolution qu'on va décortiquer ensemble. Pour les économistes classiques, franchement, la question semblait réglée. L'idée était simple, presque mécanique. La valeur d'un objet, c'est la quantité de travail qu'on a mise dedans. Point. Une chaise qui a demandé 10 heures de boulot à un artisan vaudra forcément plus qu'une autre qui n'en a pris que 5. Ça semble logique, ça se tient, non? Sauf que cette belle idée, elle va se prendre un mur, un gros. Et celui qui va mettre le doigt là où ça fait mal, c'est l'économiste William Stanley Jevons. Il pose une question géniale, toute simple mais redoutable. Plonge-t-on à la recherche des perles parce qu'elles atteignent un haut prix, ou bien les perles atteignent-elles un haut prix parce qu'il faut plonger pour les obtenir? C'est brillant. Pensez-y, pour trouver une perle, il faut plonger. Mais pour trouver de la nacre, il faut faire exactement le même effort de plongée. Pourtant, la nacre ne vaut presque rien. Donc si c'était juste une question de travail, ça ne marche pas. L'effort seul, ça n'explique pas tout, loin de là. C'est là qu'on entre de plein pied dans la révolution marginaliste. On est dans les années 1870 et c'est un vrai changement de logiciel. L'économie, qui regardait jusque-là les grandes masses, les classes sociales, la production nationale, elle va faire un zoom avant, un zoom sur l'individu, sur ses choix, ses désirs, ses petits calculs personnels dans un monde où, par définition, on ne peut pas tout avoir. Et cette révolution, elle n'a pas un, mais 3 pères fondateurs. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est que ces 3-là, l'Autrichien Karl Menger, l'Anglais William Stanley Jevons et le Français Léon Walras, ils ne se sont pas concertés. Ils ne se connaissaient même pas. Chacun dans son coin, à peu près au même moment, publie des travaux qui disent la même chose. C'est une convergence intellectuelle assez dingue à l'échelle de l'Europe. Alors c'est quoi le cœur de leur idée? C'est le concept de valeur subjective. Et ça, c'est le vrai game changer. L'idée, c'est que la valeur, elle n'est pas dans l'objet, elle est dans la tête de la personne qui le regarde. C'est un jugement, une relation entre une chose et la satisfaction qu'on pense en tirer. L'exemple du verre d'eau est parfait. Pour une personne qui vient de boire une bouteille, il n'a aucune valeur. Pour une autre qui a traversé le désert, il a plus de valeur que tout l'or du monde. L'objet est le même, mais la valeur, elle, a complètement changé. Et Karl Menger, l'un des 3, le résume de façon magistrale. La valeur n'est pas inhérente au bien, c'est un jugement. Elle n'existe pas hors de la conscience des hommes. C'est limpide. La valeur, c'est une pure construction de notre esprit. Ça peut paraître tout bête dit comme ça, mais les conséquences sont gigantesques. D'un coup, le centre de gravité de l'économie bascule, il passe de l'usine à la psychologie de l'individu. Ok, donc la valeur est dans notre tête. Super. Mais en quoi ça résout notre fameux paradoxe? La clé, le mot magique qui va tout débloquer, c'est l'utilité marginale. Alors, l'utilité marginale, qu'est-ce que c'est? C'est très simple en fait. Imaginez, vous avez une soif de tous les diables. Le premier verre d'eau que vous buvez, c'est le bonheur absolu, une satisfaction incroyable. Le deuxième, c'est encore très bon, mais un peu moins que le premier. Le troisième, bof. Au 10e verre, non seulement ça ne vous fait plus plaisir, mais ça devient même désagréable. Voilà, l'utilité marginale, c'est exactement ça. C'est la satisfaction que vous apporte la toute dernière unité que vous consommez. Et cette satisfaction, elle diminue à chaque fois. Ce tableau, il met ça en image de manière parfaite. Imaginons une personne qui a 3 besoins à satisfaire. La faim, la soif et le besoin de se détendre. On a mis des chiffres juste pour l'exemple. On voit que la toute première bouchée de pain, c'est une satisfaction de 10. C'est énorme. Le premier verre d'eau, c'est 8,5. Alors à chaque instant, la question que cette personne se pose, c'est quel est le prochain truc que je fais pour avoir le plus de satisfaction possible? Et donc le choix va se faire à la marge, comme on dit, c'est-à-dire étape par étape. D'abord, qu'est-ce qui donne le plus de plaisir? C'est le premier pain, avec un score de 10. Hop, on le prend. Ensuite, on a le choix entre le deuxième pain, qui donne 9, et le premier verre d'eau, qui donne 8,5. Le 9 est plus grand, donc on prend le deuxième pain. Et c'est seulement au troisième choix qu'on va enfin prendre le premier verre d'eau. Et là, bingo. Le paradoxe est résolu. L'eau a une utilité totale, absolument gigantesque, vitale même. Mais comme elle est super abondante, l'utilité marginale, celle d'un verre de plus quand on en a déjà plein, est très, très faible.
Pour les diamants, c'est l'inverse. Ils sont si rares que l'utilité d'en avoir un de plus reste immense. Et ce qui fait le prix, ce n'est pas l'utilité totale, c'est bien cette fameuse utilité à la marge. Évidemment, cette histoire de mettre des chiffres sur le plaisir, ça a fait tiquer pas mal de monde. Est-ce qu'on peut vraiment dire ce café me donne 7,5 de plaisir, comme on dit, il fait 22 degrés? Ça, c'est la vision de l'utilité cardinale, avec des chiffres précis. Ou alors, est-ce qu'on peut juste dire je préfère le café au thé et le thé au jus d'orange, sans pouvoir dire de combien? Ça, c'est la vision ordinale, qui se contente de classer, de ranger par ordre de préférence. Et c'est un autre grand nom, Vilfredo Pareto, qui va en quelque sorte siffler la fin de la partie avec cette question toute simple et pleine de bon sens. Qui peut dire qu'un plaisir est le double d'un autre? Et la réponse c'est personne. C'est impossible de quantifier nos émotions avec une telle précision. Du coup, c'est l'idée d'un simple classement, l'utilité ordinale, qui a gagné parce qu'elle est tout simplement beaucoup plus proche de la réalité de nos choix. Bon, c'est bien beau tout ça. La valeur, c'est personnel, c'est subjectif. D'accord. Mais alors, comment on explique qu'à la fin, sur un marché, il y ait un seul prix, un prix objectif que tout le monde voit? Comment on passe de millions de sentiments individuels à un chiffre unique affiché sur une étiquette? Pour répondre à ça, il y a eu en gros deux grandes écoles. D'un côté, Alfred Marshall, qui a une approche plus pragmatique, plus simple. Il dit « on va regarder les marchés un par un. On étudie le marché des pommes en faisant comme si le reste de l'économie ne bougeait pas. C'est l'équilibre partiel. » Et de l'autre côté, on a le français, Léon Walras, qui est beaucoup plus ambitieux. Lui, il veut comprendre comment tous les marchés s'équilibrent en même temps. Parce que tout est lié, non? Le prix du blé affecte le prix du pain, qui affecte le salaire du boulanger. C'est ce qu'on appelle l'équilibre général. Et pour décrire comment son équilibre partiel fonctionne, Marshall utilise une analogie vraiment parlante. Il dit que le marché, c'est comme une pierre attachée à un élastique. S'il y a un choc, une mauvaise récolte par exemple, le prix va s'écarter. L'élastique va se tendre. Mais tout de suite, les forces du marché, l'offre et la demande, vont agir comme l'élastique et tirer le prix pour le ramener vers sa position d'équilibre. C'est une image très forte de la stabilité naturelle du marché. Ok, donc le marché trouve son équilibre. Mais la grande question qui vient après, c'est est-ce que cet équilibre est bien? Est-ce qu'il est bon pour la société? Et là, la théorie marginaliste va encore plus loin. Elle ne dit pas seulement que l'équilibre est stable, elle suggère que c'est carrément le meilleur état possible pour tout le monde. Et cet état idéal, il porte un nom. L'optimum de Pareto. C'est un peu technique, mais l'idée est simple. C'est un état où on a fait tous les échanges gagnant-gagnant possibles. On ne peut plus améliorer la situation de quelqu'un sans que ça pénalise quelqu'un d'autre. En gros, on a réparti les ressources de la manière la plus efficace possible. Et la conclusion théorique, c'est qu'un marché de concurrence parfaite nous amène tout droit à cet optimum. Mais attention, il faut tout de suite nuancer ça. Les pères fondateurs du marginalisme n'étaient pas des extrémistes du laisser-faire, pas du tout. Eux-mêmes ont reconnu qu'il y a des cas où le marché, laissé à lui-même, ne fonctionne pas. Par exemple, les monopoles naturels, comme la distribution de l'eau. Ça n'a aucun sens d'avoir 10 entreprises qui creusent des tuyaux dans la même rue. Ou encore ce qu'ils appelaient les monopoles moraux, des choses utiles pour la société, comme un musée, mais qui ne seront jamais rentables pour une entreprise privée. Dans ces cas-là, ils étaient les premiers à dire que l'État devait intervenir. Et on termine avec la question qui tue, en quelque sorte, la question qui résume toute la portée de cette révolution intellectuelle. Si la valeur n'est au final qu'un sentiment, qu'un jugement personnel qui change tout le temps, est-ce que la notion de juste prix a encore un sens? Est-ce que ça existe vraiment? C'est une question vertigineuse qui, plus de 150 ans après, est toujours aussi pertinente et continue de nous interroger.